Bonjour tout le monde. Je vais attendre que vous arriviez. Alors, moi comme ça, je continue de regarder sur le site de la fac ce que je trouve. Celui-là. Bonjour Nina. On va attendre un peu que d'autres personnes arrivent. N'hésite pas à poser des questions hein, si tu as besoin. Enfin, en plus, comme je suis toute seule, honnêtement, bombardez-moi de questions. Ça va être beaucoup plus sympa pour moi à faire. Mais là... Et mon chat nous accompagne. Voilà. Hop. Donc là, j'ai trouvé la brochure de la fac. Alors, Nina, si ça t'intéresse, hein, le master que je fais, moi, je te propose d'aller sur le site de la fac directement. Donc, je vais te guider. Donc, tu peux taper sur Google Université Paris 13. Et en fait, dans l'offre de formation, tu cherches master, psychologie. Et ensuite, tu cherches la mention psychopathologie clinique, psychanalytique et le parcours clinique interculturel et transculturel. Ça, c'est pour vous donner aussi des informations qu'on trouve sur le site web. Et moi, je vous donnerai du coup des infos en plus. D'ailleurs, je vais voir si je peux retrouver le... comment ça s'appelle ? Le dossier de candidature. Ouais, ok. Donc le dossier de candidature, il est dans admission, sur la page dont je suis en train de parler. Je sais pas si je peux arriver à vous mettre le lien là-dessus. Je tente des trucs. Non, je vais pas désactiver les commentaires. Hop. Ok. Je teste, je vois un peu comment ça marche. D'accord. Non, bah je peux pas. Ok. Bon, j'attends encore 2 minutes, le temps que d'autres personnes arrivent, et ensuite je vais commencer tranquillement. Mais du coup, ce que je disais à Nina, c'est que vous pouvez tout à fait aller en même temps sur le site web de la fac, donc en écrivant Université Paris 13, et ensuite en écrivant dans offre de formation, master, psychologie, et là vous cherchez le psychologie interculturelle et transculturelle. Comme ça vous permet de suivre un peu ce que je dis. Mais bien sûr, moi, je rajoute des éléments qui ne sont pas forcément dits sur le site. C'est un peu l'intérêt du live. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez. Vraiment, n'hésitez pas, ça va être beaucoup plus sympa pour moi d'avoir des retours quand je parle. Donc, n'hésitez pas. Tout ce qui vous passe par la tête, posez les questions. Ouais, j'avais oublié tout ce qui demande dans le dossier aussi. C'est assez conséquent. Ouais, faites-moi penser à vous parler de ça. Ok, bon bah alors je vais commencer. Alors du coup moi c'est Lucille. Désolée, il y a mon chat. Moi c'est Lucille, donc là j'ai créé Pitch Master Psycho. Je suis en Master 2 de psychologie interculturelle et transculturelle à Paris 13. Donc il s'appelle maintenant Sorbonne Paris Nord. Pourquoi ? Parce qu'en fait les facs de Paris ont fusionné ensemble. Donc ça, c'est important que vous le sachiez parce que sur les sites web, il y aura écrit les deux noms. Il y a une fusion en fait des facs entre elles. Qu'est-ce que ça change réellement ? Mis à part, je dirais que les cours soient peut-être un peu plus les mêmes. Sinon, je sais pas. Après, il y a d'autres personnes qui doivent pouvoir répondre à cette question-là. Mais pas moi, en tout cas. Et en fait, ce projet, du coup, ça permet de mettre en lien des étudiants qui cherchent à entrer dans des masters mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc voilà, vous pourrez retrouver du coup sur mon compte toutes les vidéos dont j'ai pu parler pour chercher un master. Donc je fais aussi partie du tutorat, donc j'ai été recrutée par des profs pour représenter en fait la psychologie au sein de ma fac, avec d'autres tuteurs, mais moi c'est plutôt spécialisé en méthodologie, tout ce qui est mémoire, rapport de stage, et au niveau de l'interculturel et du transculturel. Donc pour vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai 28 ans, donc ça veut dire que j'ai fait d'autres choses avant d'entrer en fac de psycho. Donc en fait moi je suis sortie avec un bac ES du lycée.
en me disant, moi je veux voyager. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais j'ai juste envie de voyager. Donc je me suis dirigée dans une fac de langue à La Rochelle. J'y ai fait du coup la licence et j'ai pas souhaité faire le master, donc je me suis arrêtée. J'ai fait 1 an de service civique. Donc pour les personnes qui ont encore l'âge et qui sont un petit peu perdues dans leur orientation, je vous conseille vraiment tout ce qui est service civique que j'ai fait, service volontaire européen que je n'ai pas fait, mais que je peux encore parce que c'est jusqu'à 30 ans. Alors que le service civique c'est jusqu'à 25 ans si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça fait des bonnes pauses dans son parcours scolaire tout en faisant quelque chose et du coup c'est bien reconnu sur le CV. Moi on m'en parle beaucoup de ces expériences-là que j'ai pu faire à côté des études. Ensuite, je me suis découvert un gros attrait pour l'humanitaire. Du coup, j'ai fait une licence professionnelle à Bordeaux en chargée de projet Solidarité internationale et développement durable, où j'ai appris en fait à monter des projets. Donc dans ce cadre-là, j'ai pu partir au Brésil avec des groupes indigènes du coup pour monter un projet de monnaie locale. Donc c'était, en fait, c'est une expérience où j'ai été avec des anthropologues européens, allemands, un en particulier, et le fait, voilà, de voir justement ce monde culturel très différent et d'être plongée dans les recherches d'anthropologues, en fait, ça m'a amené justement à me repositionner au niveau professionnel et à avoir envie de me lancer en fait en psychologie. Et donc, je suis arrivée à Paris 13, là où je suis actuellement, donc en licence 1, et j'ai continué jusqu'à mon Master 2. Et ce qui s'est passé pour moi, du coup, c'est qu'en fait, pendant toute ma licence, pour justement arriver à avoir ce Master, parce que j'avais déjà ce Master en tête, j'ai fait pas mal de volontariat à côté, de bénévolat, dans des associations de solidarité internationale pour bien montrer mon attrait là-dedans, pour continuer aussi de me former. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un stage en licence 3 au Togo, où tout simplement j'ai demandé à la fac de me conventionner un stage complémentaire pour partir pendant 1 mois conventionné au Togo, et je suis partie un peu plus longtemps là-bas. Donc je pourrais vous en parler aussi si ça vous intéresse du stage. C'était un stage en hôpital avec 2 psychologues et un master en psychiatrie. Il y a 8 psychiatres au Togo, donc autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je vais vous montrer où c'est. Le Togo, c'est juste là, c'est sur la corne de l'Afrique. Donc voilà, c'est un petit pays mais très riche et où il y a plein de choses hyper intéressantes et au niveau culturel d'autant plus. Et donc, pour en revenir du coup sur le master, donc l'intitulé du master où je suis, donc je vous le redonne, hein. C'est donc master mention psychologie. Quand il y a écrit mention psychologie, ça veut dire que vous devenez psychologue clinicien. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez le diplôme de psychologue et vous pouvez exercer. Donc ça, c'est important de le savoir. Parce que parfois, il y a des masters où il n'y a pas la mention psychologie. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas forcément exercer. Donc, la spécialité, c'est psychopathologie clinique psychanalytique. Donc, psychopathologie, ça veut dire qu'on va étudier tout ce qui est troubles mentaux, troubles du comportement, voilà. Clinique, donc ça va être le côté où, par exemple, on va faire des psychothérapies avec les personnes, ça peut être par la parole. Psychanalytique, c'est une théorie. Donc oui, bien sûr, c'est le fondateur en est Freud. Maintenant, il y a aussi d'autres psychanalystes actuels où les notions de Freud ont été revisitées et réactualisées sur notre période. Et effectivement, ça devient très intéressant. Et, en tout cas, ça, c'est mon avis. Et après, chacun pense qu'il veut des théories. Mais en gros, voilà, donc on m'avait posé la question hier, j'ai essayé de la remettre cette question-là, du coup comme c'est en lien. Ouais, normalement vous le voyez. Donc les notions de la psychanalyse. Et en fait, les notions de la psychanalyse, ça va être par exemple tout ce qui est transfert.
Donc l'idée du transfert, ça va être le lien inconscient, donc dont on n'a pas conscience, qui s'établit entre nous, psychologues, et le patient. Et qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, le patient va projeter de l'agressivité sur nous, mais c'est pas nous en tant que personne, c'est nous en tant que thérapeute en fait. On va être le miroir du patient. Et ça, par exemple, c'est des notions de psychanalyse et qui sont beaucoup utilisées en clinique. Le transfert contre transfert, on l'utilise beaucoup. Moi, je travaille beaucoup dans mes stages. Justement, ma posture en fait de futur psychologue, je la travaille là. En supervision de stage aussi. Donc ça, c'est des cours de master où en fait, quand vous êtes en stage, vous êtes aussi supervisé en groupe par un prof référent. 1 fois par semaine. Master 2, c'est 2 fois par semaine parce qu'on parle d'un côté du mémoire, de l'autre côté de notre expérience en stage. Parce que le mémoire, c'est un gros pavé en master. Donc ça aussi, j'en parlerai si ça vous intéresse. Donc voilà en gros pour la psychanalyse, mais allez sur internet, en fait Wikipédia, et vous allez voir un peu toutes ces notions-là. Mais voilà, psychanalyse égale inconscient. Enfin, il y a vraiment cette notion-là de tout ce qui est les lapsus, tout ce qui est les oublis de nom. Enfin voilà, là on est vraiment dans tout ce qui est psychanalytique et on travaille sur ça. Alors, pour revenir du coup sur le master précisément, en fait, nous, en parcours clinique interculturel et transculturel, on va beaucoup s'affilier, j'ai envie de dire, à la pensée de Devreux. Devreux qui est un psychanalyste et un anthropologue. Et en fait, on a beaucoup d'auteurs comme ça qu'on étudie qui sont anthropologues, psychanalystes. Donc là, je vous le dis par rapport à Paris 13. C'est pas le cas dans toutes les universités, ce que je suis en train de vous dire. Et on va étudier, par exemple, l'ethnopsychanalyse. J'espère que tout le monde me suit, n'hésitez pas à me faire des retours. Et l'ethnopsychanalyse, en fait, ça va mettre en dialogue de manière non simultanée l'anthropologie et la psychanalyse. Donc la psychanalyse, l'étude de l'inconscient, du psychisme groupal ou et singulier de la personne. Et l'anthropologie, ça va étudier les êtres humains dans leur milieu culturel, l'individu dans son milieu culturel. Et en fait, tout ça, on va le faire dialoguer ensemble. Et c'est ce que nous, on fait dans le parcours où je suis, où en fait, on va utiliser la culture comme un levier thérapeutique. Donc on appelle ça un levier culturel. Et c'est cette idée-là, en fait, en consultation. Par exemple, en consultation, là j'étais avec une famille métissée. Et en fait, effectivement, on va poser la question au père, eh bien vous, dans votre pays, comment est-ce qu'on élève les enfants? Et on va demander à la mère, du coup, pour vous, comment on élève les enfants ici en France, par exemple. Et du coup, on va faire dialoguer comme ça les personnes entre elles et justement arriver à lever un peu les conflits qui peuvent être sous-jacents et qui peuvent en fait prendre pour racine les incompréhensions culturelles. Et du coup, on est là en tant que psychologue pour permettre de faire cohabiter un peu ces manières de penser. Et dans mon master, ce qu'on nous apprend beaucoup à faire, c'est à se décentrer. C'est-à-dire, moi, Lucille, française, je vais rencontrer un patient d'une autre origine que la mienne, j'apprends à me décentrer. La personne me parle de polygamie, par exemple au Togo, c'est ce que j'ai vécu. On demandait directement au patient combien avez-vous de femmes? Et effectivement, moi j'ai dû faire un gros travail de décentrage en me disant d'accord, on ne pose pas du tout la question de est-ce que vous avez plusieurs femmes? Non, on est à un autre niveau, un niveau différent de ce que moi je pense, de ma manière de concevoir les choses. Et c'est ce que personnellement j'adore dans ce master en fait, c'est qu'on nous apprend vraiment à se décentrer, à se repositionner, à écouter différents points de vue. Et je dirais que c'est vraiment en fait ce qu'on nous apprend à faire dans le master dans lequel je suis. Je redis le nom du master parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées. Donc c'est le master de Paris 13, psychopathologie clinique psychanalytique, parcours clinique interculturel et transculturel. Juste falloir m'expliquer pourquoi il y a des noms à rallonge comme ça. Comme on disait hier avec Lucas, faites attention aux noms
des masters, ça ne veut rien dire. Non mais soyons honnêtes, ça peut juste être pour faire joli. Maintenant, ce qu'il faut, ce qu'on vous avait conseillé hier, c'est de regarder plutôt les cours. Regardez en fait les cours qui sont à l'intérieur comment dire, qui sont à l'intérieur des parcours pour arriver à vous en rendre compte et surtout prenez contact avec des étudiants. Donc pour vous expliquer interculturel et transculturel, pour comprendre la différence, en fait le transculturel, ça va être ça va être le fait que le thérapeute ne connaît pas la culture du patient, mais par contre il connaît les variabilités du concept de culture. Donc la grande question qu'on a en Master 1 quand on arrive en cours, c'est la culture pour vous, c'est quoi? Et en fait ça on la travaille beaucoup. Et en gros dans cette question-là, ce qui revient, ça va être tout ce qui est, par exemple, les croyances, tout ce qui est les rites, les rituels. Par exemple, pour vous faire un aperçu dans la question transculturelle, les rites de passage existent dans toutes les sociétés. Et ça, c'est une question transculturelle. Donc ça va être, par exemple, coucou Mika. Ça va être, par exemple, l'histoire, pour le coup, quand j'étais en Amazonie, les enfants, pour devenir hommes, en l'occurrence vu que les femmes ne le font pas, j'arrive au bon moment, pour devenir hommes en fait vont mettre des gants et après vont avoir plein de fourmis sur eux et ça va être ce rite de passage du coup de l'adolescence tout simplement. Et en fait dans chaque culture il y a une manière de montrer en fait ce point de rupture entre l'enfance et l'adulte qu'on devient. Donc voilà, et ça on le travaille beaucoup. Au niveau des stages, donc chaque fac a un nombre d'heures très différent, mais il faut savoir que pour avoir le diplôme de psychologue, il faut minimum 500 heures de stage en master. C'est-à-dire que si en licence 3 vous faites les 500 heures là, ça ne comptera pas pour le master, d'accord? Donc il faut 500 heures minimum en tout. Maintenant, il y a des masters qui demandent plus d'heures. Donc, regardez ça aussi. Moi, donc, je travaille à côté de mes études et on me demande de faire 200 heures en M1, 300 heures en M2. Il me semble que c'est des heures qui doivent vraiment être dans les 2 années comme ça. On ne peut pas vraiment s'amuser à les mixer, de ce que je me souviens. Et honnêtement, c'est faisable. Alors, je travaille 2 nuits par semaine. Donc je vous dis en tout cas mon ressenti là-dessus. Voilà pour ça. J'ai même pu faire des stages complémentaires, donc c'est possible. En fait, on a un niveau horaire de cours qui est pas si énorme que ça. Il est plus conséquent en M1 et moins élevé en M2 parce qu'en M2, en fait, on travaille beaucoup notre mémoire. Et ouais, ça c'est vraiment important. Enfin, même au niveau des notes. Vous verrez, le mémoire, ça prend quand même pas mal de temps. C'est important aussi d'avoir une bonne méthodologie là-dessus. Et en général, dans les masters où vous allez, il y a des tuteurs qui peuvent vous aider. Et il y a des cours de supervision de stage aussi. Et donc, pour revenir aux emplois du temps, en fait, les supervisions de stage, ça va être donc des profs, comme je disais tout à l'heure, qui vont en petits groupes de classe. Vous écoutez en fait sur votre stage, comment vous le vivez, qu'est-ce qui va pas, et en fait on le retravaille. Donc c'est un peu comme ce que les psychologues ont une fois qu'ils sont diplômés et sont supervisés par un autre psychologue qui va leur permettre de voir les éléments qui coincent quand ils sont avec des patients et qu'ils n'arrivent pas à avancer par exemple. Et du coup ce qui se passe, c'est hyper difficile de parler toute seule à une caméra. Donc s'il y a quelqu'un qui veut se mettre en face, je le prends en demande parce que c'est dur. Donc où est-ce que j'en étais? On peut dire les cours. Ouais, il y a peu d'heures du coup en Master 2 pour travailler le mémoire. Au niveau des cours, on a pas mal de cours d'anthropologie. Donc c'est pas de l'anthropologie pure et dure, hein, c'est de l'anthropologie appliquée à la psychologie qui va permettre justement de bien retravailler, de bien mettre en fait en discussion justement les notions de culture.
appliqué à la psychologie, donc ça c'est intéressant. Ensuite, ensuite, je sais pas trop quoi vous dire de plus. En fait, j'aimerais bien qu'il y ait des questions parce que c'est assez dur de parler pendant 1 heure comme ça tout seul. Moi, ce que je peux dire peut-être sur mon mémoire, donc j'ai fait un mémoire sur l'interprétariat en Master 1. Voilà, c'était lié à mon expérience de stage. Les mémoires, on est sur 50 pages environ d'écriture, que ce soit M1 puis M2. On a un autre mémoire sur un domaine complètement différent. On peut choisir les domaines sur lesquels on veut écrire. Ça, c'est vraiment bien parce qu'il y a des facs qui imposent des sujets de mémoire. Ah, merci pour les questions. Ouais, tu fais ton stage de M1. Alors, mon stage de M1, je l'ai fait à la maternité de Jean Verdier, qui est en banlieue du 93 à Paris. Et du coup, je l'ai fait en consultation transculturelle avec des mamans et leurs bébés. Et c'était un stage qui était vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de contacts au niveau des stages aussi. Enfin, moi, je passe assez facilement les contacts. Mais pour le coup, moi, j'en connais qu'à Paris et banlieue parisienne. Bonjour, vous avez parlé de la définition transculturelle. Serait-il possible d'avoir une définition d'interculturel? Oui, je l'avais écrit, merci. Alors pour interculturel, en fait, ça va plus être l'idée de mettre en relation les cultures et le psychisme humain. Donc ça va être de voir, on va dire un peu plus, ok, chaque culture pense comme ça et du coup on va moins lisser comme en transculturel. Mais du coup il faut faire... Ah ouais, Bella elle est insupportable ce matin. Elle est dure là. Et du coup j'ai perdu le fil. Interculturel, transculturel. Et en fait il faut faire attention. Donc dans ce que je dis là c'est dit un peu à la va-vite et en grossissant pour que vous compreniez. Mais bon, il faut savoir qu'on a quand même 2 années où on voit ce que ça veut dire, interculturel et transculturel, donc c'est pas quelque chose de si simple à expliquer. Voilà, du coup, ouais, j'ai vraiment perdu le fil de ce que je voulais dire, mais bon, ça reviendra. Voilà pour le Master 1. Et pareil, au niveau des stages, en fait, vous pouvez tout à fait trouver un stage qui vous intéresse à fond sur par exemple 100 heures et ensuite vous le complétez avec un deuxième stage pour avoir 100 heures encore et là vous validez votre Master 1. Ça vous pouvez le valider, vous n'avez pas besoin d'avoir un stage entier sur votre année pour valider votre année. Vous pouvez tout à fait faire des mini-stages. Il faut savoir aussi au niveau de l'emploi du temps qu'en M1 et en M2, donc le lundi et le vendredi sont des journées libres. En tout cas actuellement depuis au moins 2 ans à la fac où je suis. Donc souvent, on essaie de caler nos stages là. Maintenant, il faut savoir que parfois, en fait, les stages vont tomber aussi sur les cours. Donc les cours que vous pouvez, entre guillemets, louper puis rattraper, ça va être tout ce qui est CM, les cours magistraux, qu'on appelle aussi troncs communs. Donc les troncs communs, ça va être là pour le coup sur plusieurs facs. Et en fait, on va avoir les mêmes cours. Je lis vos questions en même temps. Ok, super. Je vais vous répondre du coup, les filles. Et en fait, on peut avoir les mêmes cours en fonction des universités. Par exemple, dans le domaine transculturel, on va avoir le même genre de cours. Et ensuite, on va avoir des spécialités un peu plus spécifiques au master. Alors, comment s'est passée la sélection pour toi? Alors, ce que je vais vous dire là... n'est pas l'exemple à suivre, d'accord? Je pense que ça va vous faire rire. Mais bon, je vais quand même vous dire réellement ce que moi j'ai fait. Coucou Émilie! Alors, pour la sélection, moi en fait en L3, donc j'ai commencé à faire mon dossier, etc. Je vous en parlerai du dossier. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai postulé que dans ce master où je suis actuellement. Donc ça, c'est ce qu'il faut ne pas faire. Coucou Psychoteam. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est très risqué. Et en fait, j'y suis allée un peu au culot.
Et j'ai expliqué dans ma lettre de motivation, bah voilà, moi j'avais 27 ans, 26 ans. Je sais ce que je veux faire, je veux votre master. Je postule qu'ici. Et voici mon parcours, voici mes motivations. Et en fait, j'ai été prise en liste principale. Donc ça, c'est ce qui arrive très rarement. Après, faut savoir que mes notes, si ça peut vous rassurer, en licence, j'ai pas été au rattrapage, mais j'ai eu des notes entre 11 et 12 de moyenne au semestre. Donc c'est pas énorme. Maintenant, faut aussi savoir que les Psychotimello, j'ai fait quasi pareil, 3 candidatures. J'étais super sereine. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est incroyable en fait. Mais je pense qu'honnêtement, quand on est vraiment motivé et qu'on le fait ressentir dans nos candidatures en disant c'est vous que je veux, c'est vous que je veux, je pense que ça marche mieux que d'envoyer 100 candidatures qui sont les mêmes et qui n'ont pas du tout été retravaillées parce que ça se sent. Une question qui a été posée 10 fois à la même personne, on le sent en fait. Puis en plus, je veux dire, on est en psycho, on sent bien ce genre de choses. Et du coup, ça démotive en fait les candidatures. Et donc, je pense que moi, du coup, j'avais fait beaucoup de conférences de colloques que j'ai oublié de mettre dans mon dossier de candidature. Donc moi, depuis la L1, je me disais, oui, je vais blinder mon dossier de candidature. Et en fait, j'ai oublié de mettre ça. Donc je me suis dit, bon, bah finalement, c'est pas ça qu'a dû faire que j'ai été prise. Mais oui, effectivement, mon projet professionnel était vraiment en lien avec ce master. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Dans la candidature aussi, on vous demande d'écrire un projet. Donc là, je l'ai sous les yeux. C'est sur le site web encore de la fac. Vous allez sur le master, dans l'onglet ensuite admission. Et là, vous avez modalité de candidature. Et là, il demande une note du rapport de stage de L3. Donc ça veut dire que vous devez un peu résumer votre rapport de stage. Et il demande, ça c'est super important, un projet de recherche ou un travail justifiant d'une motivation à s'inscrire dans ce parcours. Et en fait, tout se joue là. Enfin, honnêtement, connaissant les deux profs, Monsieur Coyer, Madame Bossuroy, tout se joue là. C'est des chercheurs. Donc déjà, eux, ça les intéresse de voir comment vous réfléchissez. Et c'est seulement 2 pages, plus une page de bibliographie. Pareil, la bibliographie, il faut qu'elle soit aux normes APA et très bien écrite. Sinon, ça passe pas bien, quoi. Parce que là, vous passez en fait au niveau supérieur, qui est le master, et 2 ans après, vous êtes psychologue. Donc forcément, il y a une grosse sélection. Et il faut savoir que en M1, nous, on était une trentaine. Et là, en M2, on est une vingtaine. Ce qui est rassurant dans mon master, sachez-le, c'est que dans les M1 et M2, il y a à peine la moitié des Paris 13 qui sont acceptés. Déjà parce que les gens finalement ne sont pas forcément intéressés par ce master, parce qu'il y a d'autres spécialités au sein de la fac intéressantes. Et parce que en fait, le master privilégie aussi des gens venus de l'extérieur. Dans ma classe, on a 2 Chiliens, une Brésilienne, l'année dernière un Roumain, un Luxembourgeois. Enfin voilà, c'est très cosmopolite. Et en gros, l'idée, c'est justement de créer une sorte d'altérité, de mixité parmi nous tous pour aussi qu'on s'apporte au-delà des cours en fait. Je vais remonter, voilà, pour revoir la question. Merci. Aussi, sur quoi porte votre mémoire? Alors, je vais dire pour le mémoire de M1 et de M2. Mon mémoire de M1, il a porté sur la place de l'interprète au sein d'une consultation transculturelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une patiente qui m'intéressait beaucoup. J'avais un transfert assez fort avec elle, donc notion psychanalytique. Et en fait, j'ai pu faire justement la place... j'ai pu faire du coup l'interprète lors d'une des consultations parce que je parle aussi anglais. Du coup, j'étais sur de l'anglais et français entre les thérapeutes, le groupe de thérapeutes et cette patiente. Et du coup, j'ai étudié le phénomène en fait qui se passe de ce que peut créer l'interprète au sein d'une consultation. Donc c'est hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé travailler là-dessus. Et là, cette année, du coup, je suis à la Maison de Solène à Paris. Donc, c'est une maison des adolescents. Il y en a une dans tous les départements en France depuis 2004.
Et dans ce stage, en fait, je m'intéresse, donc là, mon mémoire est en cours d'évolution. Je m'intéresse au mouvement transférentiel qui peut y avoir, enfin pas au mouvement contre-transférentiel, mais en fait je m'intéresse à la transmission transgénérationnelle de père à adolescent. Et du coup je m'intéresse au fait que parfois la lignée paternelle en fait peut bloquer des choses et comment est-ce que ça se manifeste chez l'adolescent. Et là pareil, je suis en consultation transculturelle. Gros point hyper important, vous pouvez tout à fait aller dans ce master d'interculturel transculturel sans être dans des consultations d'ethnopsychanalyse, sans être dans des consultations de transculturel. Vraiment, c'est encore une fois en fait, c'est le positionnement psychique que vous allez avoir professionnel. Ça va être de décentrage. Et c'est ça qu'on nous apprend dans ce master-là et dans notre posture. C'est arriver à se décentrer. Et ça, vous pouvez tout à fait le faire dans tout autre lieu de stage. C'est pas du tout que en transculturel pur et dur. Voilà. Mais oui, c'est vrai que, voilà, au niveau des candidatures, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire, de réellement cibler, en fait, sur maximum 5 candidatures réelles, où, en fait, vous avez passé des heures et des heures à la bosser. Ça, c'est important aussi, il faut les travailler, les candidatures. Il faut pas juste penser par rapport à soi, donc là on va être dans le décentrage, mais il faut aussi penser par rapport aux profs. Renseignez-vous sur le jury en fait qui va regarder votre dossier. Comment on trouve ça? Sur le site de la fac en fait, il y a le nom des profs. Super intéressant, merci pour votre réponse, je t'en prie. Et en fait, c'est hyper intéressant de savoir à qui vous vous adressez. Pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est pas encore des robots qui choisissent notre candidature. Donc moi, ça me rassure. Mais du coup, il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Je suis prof, je suis débordée. Tous les ans, j'ai des sélections à faire. Et c'est chiant parce qu'il y a énormément de candidatures. Qu'est-ce que j'ai envie de lire comme candidature? Et c'est ça le décentrage, en l'occurrence. Et ça va être quelque chose d'un peu original. Ça va être quelqu'un où on sent bien la motivation, où on sent que le parcours, il va en plein dedans. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir des lettres des promesses de stage. Je plus sois. Hyper important de bien se renseigner sur les enseignants, leurs recherches et voir si ça nous correspond aussi. Complètement d'accord, Psychoteam. D'ailleurs, en parlant de ça, donc Monsieur Coyer et Madame Bossuroy, qui sont les référents actuels du coup du master. Monsieur Coyer, il va être sur toutes les questions de médiation thérapeutique. Il est pas mal à fond sur tout ce qui est psychodrame. Il faut savoir que c'est un anthropologue et un psychologue. Donc toutes les questions là-dessus, vous pouvez y aller à fond. Voilà, c'est aussi lui qui surtout va décider en fait au niveau du jury. Il y a d'autres personnes, mais c'est lui qui est le représentant de ce master-là. Madame Bossuroy, pareil, chercheuse et psychologue clinicienne. Elle a fait ses études à Lyon et en fait, elle a fait sa thèse sur le bilan psychologique interculturel, voilà. Donc elle est pas mal sur ces sujets-là. Elle connaît très bien tout ce qui est les consultations transculturelles parce qu'elle en a fait beaucoup. Donc en gros, voilà les deux profs sur lesquels vous allez tomber. En plus d'autres intervenants. Mais les profs principaux du master sont 2, uniquement. Et du coup, effectivement, si vous avez des sujets en lien avec ce qu'ils font, pour vous comme pour eux, ça va être intéressant de bosser ensemble. Si là, ce que je viens de vous dire, ça vous intéresse pas trop, cherchez d'autres masters. Descartes en fait, des masters interculturels. Il y a aussi Toulouse, qui est très reconnu pour son master interculturel. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder ailleurs. Et encore une fois, 2 ans, c'est mon avis, mais 2 ans dans une vie, c'est quoi? En sachant que vous pouvez peut-être faire le master que vous avez vraiment envie de faire et de création de réseau, et etc. Donc, le niveau, je sais que le point géographique peut poser problème de devoir bouger en France, mais on est quand même sur un réseau SNCF bon.
ça reste tout à fait faisable de se faire des allers-retours, hein. Oui, haha. J'ai regardé, je crois qu'il y a une question de Psychoteam. Est-ce que tu partageras ce live en IGTV pour que je puisse le partager? Oui, bien sûr. Oui, oui. J'essaie de le mettre, tac. Si des questions sur Toulouse, n'hésitez pas. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, Psychoteam, si tu veux faire un live avec moi ou toute seule sur Pitch Master Psycho, c'est avec grand plaisir, hein, justement pour qu'on puisse échanger toutes les deux, tu vois, sur ces masters et surtout sur le tien. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas... Je pense qu'on n'est pas, en fait, sur les mêmes choses. Ah, je vois des petits cœurs. Bah écoute, on s'organise ça, hein. Là, je vais continuer un peu sur celui-ci, mais en tout cas, avec plaisir. On se redit. Aimes-tu la fac de Paris? Ah, la grande question. Alors, en fait, à Paris, il y a plusieurs facs de psychologie. Moi, je suis à Villetaneuse, donc ça veut dire que je suis au-dessus de Saint-Denis. Saint-Denis ni Villetaneuse ne fait partie de Paris. Dans Paris, tu as Diderot, Descartes, et j'ai oublié les autres facs de psycho, mais en gros, c'est les deux principales. Dites-moi si j'en oublie. Et ensuite, il y a Nanterre, il y a Villetaneuse, enfin Paris 13, et il y a Paris 8 avec Bobigny. Si je dis pas de bêtises. Je suis désolée, mon chat est hyper énervé ce matin. Et donc, est-ce que j'aime la fac à Paris? Alors moi, il faut savoir que je ne viens pas de Paris. Ouais, Nanterre, c'est ça. Et d'ailleurs, Mélanie va faire un live la semaine prochaine, du coup, avec moi. Donc ça va être intéressant, elle va nous présenter aussi son master. Ouh là là, pas sûre d'être prête pour faire un live, mais je vais réfléchir. Ok, ça marche. Et alors, moi, je peux parler que de la fac de Paris 13 parce que j'ai été que là. Et en fait, ce que j'aime à Paris 13, alors ce que j'aime pas, c'est que c'est une fac qui est super loin. Enfin, moi, elle est loin en fait de chez moi, elle est à 1 heure. Maintenant, ça reste mieux desservi qu'avant. Salut le chat, ouais, elle est hyper chiante. Et maintenant, ça reste quand même une fac qui est bien desservie, mais c'est loin. Ensuite, ce que j'aime, c'est qu'il y a moi, je trouve qu'il y a une vie étudiante. Là-bas, il y a beaucoup de culture. Je parle avant Covid, hein, sinon on s'en sortira pas. Il y a pas mal d'associations étudiantes, ça bouge bien, c'est beaucoup autour du sport aussi. On a un gros complexe sportif avec pas mal de compétitions. Donc pour les étudiants justement qui sont sur ces trucs-là, bah, c'est pas mal aussi d'aller à Paris 13. L'organisation de la fac, j'ai envie de dire, pour rester poli, est comme celle de toutes les facs en France. Donc vous aurez compris ce que je veux dire par là. Voilà, maintenant c'est vrai qu'en fac, en master, on est quand même beaucoup moins à la fac, hein. Moi j'y allais 2-3 fois par semaine grand max. Voilà. En licence, on y va quasi tous les jours, mais en master, non, on n'y va plus parce qu'en fait, on travaille beaucoup tout seul finalement. Et c'est là où c'est cool aussi d'avoir un groupe de personnes, de collègues de fac avec qui on peut bosser. Ça, c'est vachement important aussi pour rester motivé, surtout sur le master. Y a-t-il un climat de compétition en master comme on pourrait le ressentir durant la licence? Eh bien non, mais un truc de fou. Il n'y a pas du tout de compétition en fait dans la fac, enfin dans le master où je suis, en master 1, master 2. Et ça fait du bien. Encore hier, on était en train de s'aider très concrètement sur des questions de partiels parce que là actuellement je suis en plein milieu de mes partiels. Mes partiels finissent la semaine prochaine. Et en tout cas, nous, il n'y a pas cette ambiance-là. Monsieur Coyer, à chaque début d'année, insiste auprès des Master 1 et des Master 2 en disant il n'y a pas de compétition. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sélection, on vient de la passer. On vient de la passer. Donc là, moi, je suis en M2, c'est différent. Mais quand tu arrives en M1, la sélection, tu viens de la faire, en fait. Donc entre M1 et M2, à part si tu ne valides pas via ton mémoire ou tu ne valides pas des matières... En fait, tu passes. Il n'y a pas de compétition en soi. Donc, par pitié, essayons de maintenir ce climat-là. Enfin, là, par exemple, le temps là que je suis en train de vous donner, en vous donnant tous ces tips-là, ça montre bien qu'il n'y a pas de compétition. Et j'ai envie de dire aussi, les gens qui vont participer sur Pitch Master Psycho, c'est aussi des personnes qui veulent casser ce truc-là de compétition. Et montrer aussi la réalité des masters.
Parce que voilà, ce qu'on voit sur les sites, c'est vrai, mais on sent pas la dynamique du master derrière. Alors, il y a pas mal de questions, je vais vous lire. C'est un labyrinthe ce campus? Ouais, alors moi du coup, qui n'ai pas du tout de carte mentale, je me perds tout le temps. Donc ça craint, ça fait 5 ans. Ouais, 1 heure du trajet, c'est énorme. Après, Psychoteam, faut savoir qu'à Paris, honnêtement, c'est normal. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est normal en fait, ce genre de trajet d'1 heure. Donc voilà. Et oui, heureusement, actuellement, on est en distanciel. Donc là, j'ai un gain de temps colossal et du coup, je travaille de manière plus productive, on va dire. Koji, Coq, Psimel. Après 1 heure de transport sur Paris, c'est la moyenne, non? Exactement. Ouais, ouais. Mais ça fait toujours bizarre quand on vit pas à Paris. Et c'est aussi ce que je tenais à vous dire. C'est qu'effectivement, pareil, quand vous allez choisir votre fac, regardez bien dans l'environnement dans lequel vous arrivez. Tout le monde n'est pas fait pour vivre à Paris, même si c'est 2 ans. Là, en l'occurrence, je parle pas de la distance entre votre vie d'avant master et le master. Je parle pas de cette distance-là. Là, je parle de la vie au sein même de la ville où vous allez être. Et parfois, il y a des gens qui ne supportent pas. En M1, moi, il y a plusieurs personnes qui sont parties parce que s'ils n'y arrivaient pas. La vie parisienne, je dis parisienne et encore, on est en banlieue. Mais le mix de la région parisienne, cette vie-là, ça n'a pas plu. Et encore, on n'était pas en temps de Covid. Donc oui, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est ce qu'a fait Lucas hein, quand on parlait hier. Allez sur un week-end. Allez dans cette ville pendant un week-end et voyez si vous vous sentez bien ou pas. Et si vous vous sentez pas bien, n'insistez pas. Parce que mentalement, on fait quand même des études qui sont difficiles, faut le dire. Ça prend beaucoup psychiquement parlant. Si en plus vous vous sentez pas bien dans le lieu où vous allez, alors là, ça va être coton pendant 2 ans. Et c'est dommage. Alors Nina, tu as dit que tu avais postulé pour le M1 quand tu avais 26 ans. Qu'as-tu fait avant ce master? Alors Nina, du coup, moi j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, portugais à La Rochelle, à la sortie du lycée. Ensuite, j'ai fait 9 mois de service civique en commerce équitable. Parce que c'était les attraits du moment. Hein. J'étais vraiment sur toutes ces questions-là de commerce équitable à fond. Donc là, on perçoit déjà en fait le côté humanitaire qui m'intéressait. Ensuite, j'ai fait une licence pro dans l'humanitaire à Bordeaux. Et après, j'ai fait... Ouais, juste après ça, je suis justement montée sur Paris. Donc pour vous montrer que j'applique parfois mes conseils, je suis montée sur Paris parce que je m'étais toujours dit que j'irais vivre ici. Et comme je trouvais pas de boulot en fait lié à mon master pro, eh bien je me suis dit je monte à Paris et je vois. Je suis montée juste après les attentats du Bataclan. Donc autant vous dire que l'ambiance à Paris n'était pas très chouette, mais en tout cas moi j'ai aimé. Et du coup j'ai fait de l'intérim. Donc j'ai gagné des sous. Et là, je me suis repositionnée, re-questionnée sur OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et ça m'est apparu, du coup, ces études de psycho. Et j'ai repris dès la L1. Plusieurs profs m'ont dit, mais ça sert à rien, reprenez dès la L2. Je n'ai pas souhaité reprendre dès la L2 parce que j'avais ce besoin-là d'avoir les bases de A à Z. Maintenant, voilà, ayant connu plusieurs personnes qui ont repris les études à partir de la L2, ou directement à partir du Master 1 parce qu'ils ont déjà une grosse expérience pro dans le domaine, par exemple en étant infirmière, je pense que c'est possible, très honnêtement. Mais par contre, je pense que c'est un boulot colossal et que les personnes qui font ça ont plutôt intérêt à ne pas bosser à côté et à vraiment se mettre que là-dedans pour pour rattraper en fait les bases, parce qu'on a quand même beaucoup de bases qu'on nous donne en licence. Et pour se remettre à jour et pour bien s'imprégner aussi de cette ambiance de psycho, hein. C'est aussi un monde à part, donc voilà. Et moi, je voulais prendre ce temps-là. J'espère avoir répondu à ta question. Psychoteam. Tellement important, la bonne ambiance en master, quand ce n'est pas le cas, c'est si dur. Mais oui, mais tellement. Et après, tu vois, moi, c'est un truc que j'avais fait dès le M1. Je me suis dit, allez, j'y vais au culot, je connais pas les 3/4 de la classe, mais je vais tenter. Et en fait, on a directement créé un groupe WhatsApp. Et moi, j'ai mis directement... j'ai expliqué qu'en fait, ce serait cool qu'il y ait une bonne ambiance quoi qu'il arrive, parce que, en fait, on a besoin des uns des autres pour avancer.
Et on a créé un Google Drive où en fait on a mis tous nos cours dessus et où chacun mettait ses cours. Et en fait ça aidait parce que comme on est en stage et qu'on peut pas assister à tous les cours, l'air de rien, quand vous pouvez avoir vos collègues de classe qui vous donnent des cours, c'est quand même super chouette. Et encore une fois, hein, je pense que vous pourrez confirmer, ceux qui sont en master de psycho, franchement, le moment où on écrit vraiment à fond le mémoire sur la fin d'année, c'est tellement dur d'être tout seul. Et je trouve que dans ces moments-là, ça fait du bien, justement, d'avoir d'autres collègues et de voir qu'on est tous à bûcher, en fait, sur ça et qu'on mange ça et qu'on dort ça tout le temps. Donc c'est super important, mais c'est aussi nous, en fait, qui pouvons la créer, cette bonne ambiance, tout comme créer une mauvaise ambiance. Donc faut aussi en être... en avoir conscience qu'en fait on est responsable de cette bonne et mauvaise ambiance. Et on peut tout à fait créer des conditions favorables à ça. Malgré la réputation de certaines facs. Franchement, en fait, c'est nous qui la créons cette réputation. Merci pour tes réponses. Comment as-tu créé ton projet de mémoire? Alors, mon projet de mémoire, en fait, pour le M1, moi, je l'ai repris de ma L3 où j'avais fait mon stage du coup dans un CMP adulte et en fait je m'étais questionnée sur le parcours d'une patiente qui avait subi un inceste et du coup moi j'avais fait ma note de recherche là-dessus sur le vécu traumatique chez une personne victime d'inceste. Et mon projet de recherche, en fait, je l'ai fait là-dessus. J'ai repris ces éléments-là de ma note de recherche et je l'ai créé, du coup, là, il demande 2 pages. Donc, je l'ai créé sur 2 pages et j'ai remis de la bibliographie pour justement axer là-dessus. Donc, le lien avec le parcours interculturel, c'est qu'en fait, c'est une patiente qui est laotienne. Donc, du coup, j'ai axé aussi sur le côté culturel, tout simplement. Donc tu peux faire ça. Mais ouais, là au niveau de la fac de Paris 13, ils expliquent bien ce qu'ils demandent. Je vous le redis comme ça. Ils demandent une lettre de motivation argumentée et détaillée sur le parcours interculturel. Là, ils le disent vraiment. Ils disent en gros, si votre projet pro, il n'y a rien en lien avec l'interculturalité, laissez tomber. Et le projet pro, c'est pas forcément ce que vous avez fait, mais c'est aussi ce que vous voulez faire. Et il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que vous voulez faire et ce que vous avez fait quand même. Si vous demandez la Lune alors que vous êtes encore sur la Terre, franchement les profs vont vous regarder, c'est bien, c'est ambitieux, mais attendez peut-être encore un an quoi. Le CV, relevé de notes L1, L2, L3, ça il faut bien s'y prendre à l'avance parce que c'est compliqué à retrouver. Ouais, la note obtenue pour le travail de recherche en L3, moi je sais qu'il y a des facs en fait où J'aimerais bien enlever ça. Bon, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des facs en fait où on vous demande pas de notes de recherche. Donc ouais, essayez quand même d'en faire, mais du coup sous forme de projet professionnel. Et si tu as besoin du coup, EILMZ, je lis ton nom, n'hésite pas à me demander, je pourrais t'envoyer le mien, tu vois, pour que ça te donne une idée un peu de comment on crée ça. Mais en gros, là, ce qu'ils disent... projet de recherche ou de travail justifiant la motivation à s'inscrire dans ce parcours. 2 pages plus 1 page. Ouais. Ça va être en fait un futur mémoire que vous aimeriez faire. Il faut savoir qu'en M1, du coup, je n'ai pas travaillé sur ce sujet-là, car en fait, il y avait d'autres sujets qui m'intéressaient, tout simplement. Donc ça, c'est pas grave. Vous pouvez proposer une idée de ce que vous voulez travailler au moment de la sélection. Et en Master 1, ne finalement pas travailler dessus, on vous dira rien. En tout cas, dans le Master où je suis, je parle toujours au nom de ce Master-là. Et de mon vécu à moi, très subjectif aussi. Je dirais même plusieurs jours parce que ce n'est pas pareil le week-end et la semaine. Oui, par rapport au temps du coup qu'on peut consacrer aux mémoires, il me semble. Oui, merci. Psychoteam, pareil. En M1, j'avais envie de créer un vrai groupe. On a un groupe Facebook, un Drive, un mail de promo aussi, et cette année, c'est bien plus difficile d'être isolé, de ne pas se voir. Ça, c'est clair. Avec la Covid, c'est vraiment compliqué. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se fait des sortes d'apéros FaceTime. Et on se dit, là, pendant 1 heure, on se retrouve et on boit une bière
chacune de notre côté, quoi. Ça va être un peu ça, et on parle de tout et de rien, et souvent on revient quand même un peu sur les cours, et ça permet de faire l'effet catharsis et de lâcher un peu tout ce qu'on a. Donc n'hésite pas aussi à créer des moments comme ça avec 3-4 personnes, tu vois. Psychoteam, oui tout à fait, c'est chaque promo qui crée sa propre ambiance. Dans des groupes de 20-30 personnes, ça peut être tellement sympa. Oui, voilà, quand c'est des petits groupes. Et on le voit aussi combien il y a de personnes qui peuvent être admises dans chaque master. Vous pouvez aussi regarder ça. Ça, c'est intéressant pour se rendre compte un peu des ambiances et pour voir aussi vos chances d'intégrer le master. Cog Psymel, pareil que Psychoteam, on a créé un drive, un WhatsApp, mais avec le distancié, c'est tellement compliqué, on se connaît à travers un écran. Ouais. Peut-être, ouais, si tu te sens de demander, écoutez, demain soir 18h, qui veut prendre un apéro écran par écran et en fait, tu tentes. Et tu verras, il y a des gens qui vont avoir envie de le faire. Parce que ça fait du bien et ça recrée du lien. Émilie. Je trouve pour nous que la Covid a aidé à souder les liens, surtout dans mon groupe de supervision. C'est vrai, on en parlait ensemble toutes les deux, parce qu'on n'est pas dans le même groupe de supervision. Toi, t'es avec Monsieur Coyer, moi je suis avec Madame Bossuroy. Et c'est vrai que oui. Enfin, nous aussi, en fait, on a aussi des mini-groupes WhatsApp par supervision et on se soutient pas mal. Psychoteam, j'imagine Copsimel, comment ça doit être difficile. Je suis contente d'avoir au moins partagé le M1 en présentiel, je compatis totalement. C'est vrai que c'est hyper dur, hein. Enfin, pour le coup, puis même de pas avoir le lien aussi avec les profs. C'est quelque chose qui est pas simple et c'est pas du tout pareil quand on tente à la fin du Skype ou du Zoom. Est-ce que je peux vous poser une question? Et tout le monde est là, c'est assez bizarre. Donc ouais, enfin en tout cas, moi je vous conseille ça. À partir de 18h, vous proposez qui veut vient sur le lien Skype ou sur le lien Zoom. Et moi je suis là et puis je me prends un petit verre de vin ou une petite bière et je vous attends et puis on papote quoi. Tentez ce truc-là parce que en général les gens sont vraiment friands de ça mais n'osent pas le proposer. Tout est dans la question d'oser de toute façon. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le master? Je regarde un peu sur le site en même temps. Ouais, là je vois les candidatures. Donc les candidatures de l'année dernière, elles se sont ouvertes à partir du 27 avril jusqu'au 29 mai. Donc ça c'est important aussi de le savoir parce que comme je disais sur une des vidéos, vous pouvez aussi vous organiser en écrivant justement sur un tableur, hein, c'est le mieux quand vous faites des candidatures, même s'il n'y en a que 4, sur un tableur et en fait vous organisez et vous mettez bien les dates à laquelle s'ouvrent les candidatures. Vous mettez aussi une autre colonne où il y a écrit tout ce que demande la fac parce que les facs ne demandent pas la même chose. Du coup on se retrouve un peu coincé comme ça. Et en gros, là, il me reste que 5 petites minutes. Mais ce que je tenais à vous dire un peu sur ce que moi je pense de ce master. Oh, mais je vais tenter ça alors, merci. Ouais, comme ça, vous me direz si vos apéros de promo ont marché et ce que ça a donné. Mais je veux dire, on a tous besoin de parler, de créer du lien, en fait. C'est fondamentalement humain. Il y a un moment donné, les gens vont venir. Hein. Et du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que, en gros, sur ce master que je suis en train de faire, je dirais qu'avec un peu de recul, ce qui ressort beaucoup, ça va être, on va avoir beaucoup de théories sur les notions d'anthropologie, de psychanalyse, et en fait, tout ça va nous permettre d'arriver à réellement se décentrer et à prendre conscience, en fait, de l'effet, de l'impact de la culture sur notre manière d'être psychologue. Et du coup, c'est assez intéressant en fait d'arriver comme ça à se décentrer dans son métier en fait et d'arriver à se rendre compte que effectivement, on peut pas tous avoir le même point de vue sur une situation, encore plus entre collègues, que ce soit psychologue ou infirmier ou enfin voilà. Moi, je dirais que vraiment on nous apprend à se décentrer. Maintenant ce qui manquerait... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cours de bilan psychologique, du coup, interculturel en M2. Donc ça, c'est spécifique à Madame Bossuroy, comme elle a fait sa thèse dessus.
Et alors moi, ça m'a réconciliée, Émilie, ça va la faire rire, ça m'a réconciliée avec Bilan Psy. Donc ça, c'est super bien pour ça. Maintenant, faudrait que je vois un peu avec Psychoteam comment ça se passe à Toulouse, quel cours vous avez. Mais je trouve, si voilà, ce qu'il manque pour moi, c'est des cours de psychopathologie pure et dure. C'est-à-dire tout ce qui est les classifications, la psychose, la névrose, etc. On a très peu en fait de cours là-dessus. Et du coup, ça demande beaucoup de travail à côté, ou même d'essayer d'intégrer les cours des autres parcours de master pour arriver justement à s'en sortir et avoir plus de connaissances. Je trouve que ça manque. Psychoteam, décentré, le mot le plus dit dans les masters psycho inter-transculturels. C'est devenu un running gag pour nous. Ouais, c'est clair. Donc, Baudet86. D'ailleurs, pour Bilan Psy, je suis en permanence sur Skype pour le week-end. Ah, bah génial. Bah écoute, je vais venir. Je vais venir te voir alors. Mais écoutez, du coup, je pense que je vais arrêter le live ici. Mais voilà, en gros, sur les mots de la fin pour que vous compreniez, du coup, ce master. Moi, franchement, je le conseille. C'est des profs qui ont beaucoup d'expérience, qui partagent beaucoup. Et puis l'ambiance de promo est chouette. Enfin, en tout cas, nous, c'était le cas en M1, en M2. Les M1 actuels, c'est le cas aussi. Donc voilà. Tentez l'aventure à Paris 13 et puis bah écoutez, venez me parler aussi, venez me demander si vous voulez qu'on en rediscute ensemble. Et pour les candidatures aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin. Parce qu'en général, j'aide pas mal aussi en relecture de lettres de motivation. Justement, donc... Mais en gros, axez vraiment sur votre attrait pour le côté interculturel, transculturel. C'est ça qui va faire la différence et le vrai lien avec votre projet pro. Psychoteam, merci beaucoup, c'était très agréable. Je recommande aussi mon master à Toulouse, ambiance très sympa, super intéressant. Bah écoute, j'ai super hâte que un jour tu sois d'accord pour qu'on fasse un live ensemble parce que ce serait vraiment trop cool justement de pouvoir avoir ton avis là-dessus. Donc voilà. Merci pour ce live, merci à toi Nina, merci à vous tous, c'était super sympa pour moi aussi. Bah écoutez, bon week-end et puis à très bientôt alors pour d'autres lives. J'en ai encore plein à venir sur Psycho Master. Donc voilà, au revoir.